Bonsoir à tous, bienvenue à la Société d'Histoire des Français de Chine. On est heureux de vous retrouver ce soir pour... en réalité, c'est notre conférence de rentrée. C'est la première conférence de l'année qui, pour nous, commence en septembre, donc 2024-2025. Et très heureux d'accueillir Timothy pour cette présentation dont je ne connais absolument rien. Donc, je vais découvrir ça et ça va être intéressant. Donc, on va remercier la puissance accueillante qui est... c'est comme ça que je t'appelle, c'est ton nouveau nom, qui est le cabinet Dao et Philippe Snell. Donc, c'est pas la première fois, et j'ai envie de dire, parce que la première fois, on l'avait fait ici aussi. Ouais. Donc, on a une vieille tradition avec Dao. On fait des conférences en réalité régulièrement ensemble, quasiment 2 fois par an. On en est très heureux. Et donc, encore une fois, merci. Et ce n'est que la première fois dans l'année, j'ai envie de Voilà. dire. On verra. On essaye de varier les plaisirs, mais on est toujours heureux de venir ici dans tous les cas. Voilà. Une annonce importante. Vous avez peut-être, je pense, à peu près tous commandé votre Marco Polo. Oui. Qui n'a pas commandé son Marco Polo? Alors, tout ça a J'ai pris commandé un deux. petit peu plus de temps que prévu, comme vous le voyez, mais les premières livraisons sont en cours. Donc, et là, il y a une grosse partie des livraisons qui va être livrée normalement cette semaine, début de semaine prochaine. Donc, si jamais vous recevez pas d'ici la mi-octobre, faites-nous signe, mais là, vous allez être livré bientôt. Et j'ai eu les exemplaires, et ils sont magnifiques. Donc, c'est vraiment un très, très, très bel ouvrage. Et voilà, ça aura mis, c'est comme un gros bébé, ça aura mis son temps avant de sortir du ventre de la mer. Et c'était pas facile, mais on y est arrivé. Thierry peut témoigner. Écoutez, voilà, on a beaucoup de choses qui arrivent. On va faire les annonces à la fin de la conférence, que ce soit des visites. Les autres conférences sont déjà plus ou moins prêtes aussi d'ailleurs. Les articles qui arrivent, les podcasts, les vidéos qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais on va faire les annonces à la fin. Vous connaissez comment on fonctionne. Qui vient là pour la première fois ou ne nous connaît pas? Voilà, c'est pour ça. Donc je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Philippe pour dire deux, trois mots sur ce formidable cabinet d'avocats. Non. Non, merci. Merci David. Non, 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 pas sur ce formidable cabinet d'avocats, qui est formidable, cela étant. Mais, mais surtout pour vous accueillir et pour vous souhaiter la bienvenue, cher David, et à tous. On est vraiment, enfin, personnellement, mais on est vraiment très heureux de cette collaboration qui s'est instaurée depuis quelques années. On en parlait juste à l'instant dans des circonstances un peu particulières à l'époque, mais on aime bien cette loyauté dans cette collaboration avec la société et on se réjouit que tout cela continue et que le partage des expériences et du savoir dont vous êtes les promoteurs puisse continuer et que nous puissions en être un tout petit rouage. Cela étant, je voudrais quand même en profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous féliciter puisque j'ai vu que vous étiez lauréat d'un prestigieux prix international Ah ouais, des associations d'Asie de l'Est. de l'Est, Ouais. pardon. Oui, parce qu'il faut faire attention quand même. Hein, et je pense que c'est amplement mérité. J'ai regretté de ne pas être là pour vous applaudir au moment où vous avez eu cette reconnaissance, mais je pense sincèrement, et je le dis sans flagornerie et vraiment sans autre arrière-pensée, mais je pense franchement que vous faites un travail important, et puis surtout utile à la vie de cette communauté que nous aimons tant, j'ai envie de dire, et en tout cas qui permet à chacun de se sentir bien dans cette ville. Donc voilà, bienvenue et bonne conférence. Je reste au milieu, Yann. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux d'accueillir Timothy Baycroft ce soir. Timothy qui est non seulement conférencier et historien de métier, mais qui est aussi membre de notre société. Et on est toujours heureux aussi de faire participer les membres de la société dans nos conférences. On va avoir des historiens professionnels, des historiens amateurs cette année d'ailleurs. On a un beau programme qui est prévu, que je ne dévoile pas entièrement parce que on a toujours une marge d'incertitude dans l'organisation des événements et particulièrement dans notre environnement. Alors, autre sujet de satisfaction, c'est que la Société d'histoire des Français de Chine n'accueille pas que des Français, elle accueille aussi des Chinois, des Luxembourgeois, des Belges et aussi un Canadien
en la personne de Timothy, qui est originaire d'une province méconnue du Canada, la seule province officiellement bilingue du Canada, le Nouveau-Brunswick. Mais Timothy n'est pas franco-canadien, il est français et canadien, français par amour, canadien par naissance. Et il a eu un parcours très riche puisque il est aujourd'hui professeur à l'université Ouachita, l'université centrale, l'université normale de la Chine de l'Est, pardon. Mais ses études l'ont conduit à obtenir des diplômes dans 4 pays différents. Il a également eu un parcours professionnel qui l'a amené à enseigner dans 4 nations différentes, pas des pays, à savoir des universités anglaises, galloises, françaises et chinoises. Justement, c'est un spécialiste, et c'est pour ça que je précisais des nations britanniques, c'est un spécialiste du nationalisme et du régionalisme, des frontières et des identités. C'est l'un des axes principaux de ses recherches. L'autre axe principal, qui va nous intéresser un peu ce soir d'ailleurs aussi, c'est celui de la mémoire et en particulier dans le contexte des guerres et des révolutions. Il a publié un certain nombre d'ouvrages en anglais sur la culture, la nationalité, le nationalisme et les identités. Je vous passe les titres, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet. Son premier ouvrage était d'ailleurs un ouvrage sur les Flandres françaises, cas spécifique d'interculturalité et de régionalisme, parfois contrarié par l'histoire. Il a obtenu son doctorat en histoire moderne et contemporaine à l'université de Cambridge. Et ce soir, il va nous parler, donc le titre est ici, Microhistoire et macrohistoire, la correspondance d'un jésuite français à Shanghai entre 1948 et 1951. Je ne vais pas dévoiler grand-chose du sujet, mais je vais prendre le temps, puisque ça semble peut-être un peu nécessaire, de contextualiser la présence jésuite en Chine, parce que c'est une présence longue mais complexe. Les jésuites, la Compagnie de Jésus, de son nom véritable, a été fondée en 1539 par Ignace de Loyola et elle a été approuvée par le pape l'année suivante. Or, les jésuites sont présents en Chine dès 1582, donc une quarantaine d'années à peine après la fondation de leur compagnie. Il y a 2 âges véritablement de la présence des missions jésuites en Chine. Le premier âge s'arrête en 1773 lorsque Clément XIV dissout la congrégation. De toute manière, la présence jésuite était en déclin depuis 1705 en Chine, et le deuxième âge, qui nous concerne en fait plus directement aujourd'hui, commence en 1841 et est confirmé en 1845, précisément ici même. C'est pour ça que je dis que ça nous concerne tout à fait. L'originalité des jésuites, c'est évidemment ce qu'ils ont appelé l'inculturation, c'est-à-dire une approche soucieuse du respect des cultures locales et de l'intégration non seulement des missionnaires, mais aussi de la religion aux cultures locales. Long combat qui a été le leur et qui a abouti à la fameuse querelle des rites au XVIIe siècle, laquelle a eu pour conséquence l'interdiction formelle de l'introduction de tout geste, de toute pensée, de tout aspect non romain dans le rite romain en 1704. En 1842, 3 Français, François Estève, Claude Gauteland, Benjamin Bruyère, arrivent ici, et ce sont les premiers jésuites à revenir en Chine. Alors il y a déjà des missionnaires présents en Chine, des missionnaires des missions de Paris, des lazaristes. L'un des plus célèbres est le père Jean-Gabriel Perboire, qui se fait martyriser dans l'ouest de la Chine. Il y a donc des présences clandestines à cette époque, mais pas de présence officielle. La présence officielle est permise par le diplomate français Théodose de Lagrenet, qui, à la suite du traité de Huangpu, négocie avec la cour de Pékin, premièrement, la mise sous protection diplomatique française des missionnaires catholiques, quelle que soit leur nationalité, en Chine, et l'autorisation de la construction d'églises, et donc à partir de là, de missions et d'écoles. Et en fin de compte, dès 1845, les jésuites achètent leur bout de terrain à Sujiahuai, à Zhekawai, et c'est le début d'un petit Vatican de l'Orient que vous connaissez tous. Et justement, la personne dont il va être question ce soir a fréquenté ces lieux. Voilà. Ces lieux, oui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup.
Bon, merci Gauthier. Tu m'épargnes la nécessité de faire la contextualisation avec l'histoire des Jésuites. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est plutôt un sorte de départ pour moi de mes domaines de recherche typiques. J'ai tombé un peu sur des lettres de cette personne et j'ai décidé d'en faire un article et faire une petite recherche. Et voilà les fruits de ça. Et ça me fait vraiment grand plaisir de parler ici à la Société d'histoire des Français de Chine. Et je vais vous parler d'un des nôtres, c'est-à-dire en français en Chine, en français de Chine pendant un moment. Donc, c'est le cas d'un jésuite qui s'appelle André Hyvernaud et qui était en Chine entre 1948 et 1951. Et pendant cette période, il a écrit 45 lettres à sa famille qui ont été préservées dans une sorte de paquet et dans laquelle il a décrit sa vie, où il a fait de nombreuses observations sur la Chine et la situation dans laquelle il se trouvait. De ces lettres, je vais aussi tenter d'en tirer quelques conclusions un peu plus générales sur la situation historique et dans plusieurs dimensions. Donc, c'est ça ce que les historiens appellent en micro-histoire. C'est un tout petit quelque chose, mais on essaie, en étudiant quelque chose de très particulier, d'en tirer des conclusions plus générales qui sont forcément limitées parce qu'on peut toujours débattre la typicalité de tel ou tel exemple, mais c'est quand même parfois intéressant de voir le grand à travers le petit. C'est nécessairement limité, mais ce que je vais faire ce soir, c'est surtout vous raconter un peu plus le côté anecdotique et intéressant pour les gens qui connaissaient les mêmes lieux que lui. Et je vais essayer de garder mes conclusions historiques un peu brèves. Donc, ce que je vais faire, ce que je propose, c'est de faire d'abord un contexte historique dont la moitié a déjà été fait. Et puis ensuite, je vais vous parler de André Hyvernaud et vous dire qui il était et faire un peu son bilan familial. Et puis ensuite, on va rentrer dans ses lettres et regarder d'abord des observations, impressions un peu plus généralisées. Et ensuite, je vais regarder des extraits sur 3 thèmes qui sont un peu plus historiques, c'est-à-dire les débats autour de l'éducation et la langue, qui est lié à la philosophie jésuite par rapport aux missions, et ensuite l'indigénisation, qui est une politique catholique internationale qui vient du Saint-Siège, et puis la politique, puisque entre 48 et 51, évidemment, c'était des années assez turbulentes en Chine, pour y être, et je vais vous parler un tout petit peu de son témoignage. Donc, pour le contexte historique, je vais l'appeler le frère André, qui est comme ça qu'il était appelé à l'époque, et il est arrivé au milieu de la guerre civile, et il serait en Chine lors de la création de la République populaire. Et donc là, je vais aller parler de l'Église catholique en Chine, juste pour dire qu'il y avait les jésuites qui avaient une longue histoire avec la Chine. Il y avait aussi des autres catholiques d'une manière générale qui avaient une très longue histoire avec la Chine et c'était un peu... il y avait des va-et-vient. Il y avait des moments que les catholiques étaient très proches du pouvoir central de l'empereur à Beijing, et il y avait quelquefois qu'ils étaient en défaveur et quelquefois carrément en exil. Donc, il y avait des moments. C'était aussi assez ambigu dans le sens que l'Église catholique, parfois, promouvait des réels échanges culturels et scientifiques qui étaient à la bénéfice des deux côtés. Mais aussi, parfois, elle soutenait, et pas forcément exprès, et seulement parfois, mais quand même, des positions impérialistes européennes. Donc, il y avait ce côté-là qui est aussi un peu du va-et-vient. À l'interne à l'Église catholique, il y avait aussi des rivalités
entre les objectifs des personnels, des structures internes, dans le sens qu'il y avait des ordres de moines et de sœurs différentes qui avaient des objectifs parfois au moins différentes. Il y avait des églises nationales qui n'étaient pas toujours d'accord, qui envoyaient des missionnaires en Chine avec des buts un peu différents et avec leur structure hiérarchique. Et ensuite, il y avait les relations entre les pouvoirs séculaires et dans leur pays d'origine, et puis le rapport au Saint-Siège à Rome, avec le pape et le Saint-Siège. Et c'était toujours un peu compliqué, comme on va voir, dans le sens qu'il y avait une diversité dans leur but envers la Chine et des raisons pour lesquelles ils venaient en Chine au départ. Donc, au fin 19e siècle et au début 20e siècle, il y avait quelques domaines en particulier où il y avait des débats à l'intérieur et autour de l'Église en Chine. Et c'est ça justement ce que je vais dire. L'éducation et la langue, l'indigénisation et la politique intérieure de l'Église. Et donc, je vais faire des réflexions sur ces sujets à la fin, à partir des observations et des remarques de André Hyvernaud. Ce qui nous ramène à lui. Donc voilà, donc il est né à un petit village, plutôt un hameau, qui s'appelle Clermont-les-Fermes, qui est dans le département de l'Aisne, qui est dans le Picardie, en France. Il est né le 19 décembre 1921 et il est mort à Madagascar le 24 octobre 2017. Et donc il est le deuxième enfant dans une famille de 7 enfants, que voici là. Donc lui, c'est celui-là, il est le deuxième. Là, ils sont dans l'ordre de l'âge. Et ici, on voit les enfants avec leurs parents. Ici et là, c'est André en uniforme militaire pendant qu'il faisait son service militaire, juste avant la guerre. Et ici, à droite, on le voit comme il aurait été en Chine, jeune adulte en habit d'église. J'ai encore quelques autres photos. Donc là, c'est un peu après, et donc lui, il est au milieu, entouré de ses parents, et là, des deux côtés, il y a des couples, donc c'est son frère aîné et la sœur qui est juste après lui, et leur conjoint. Et des lettres qu'il écrit, donc son père, il meurt juste avant qu'il parte pour la Chine, et donc les lettres sont surtout à sa mère, mais aussi à son frère et sœur aînés, donc c'est à ces lettres-là que je vais faire référence. Et l'autre photo là c'est moi, qui est devant sa ferme, la ferme où il est élevé. C'est un cours de ferme, donc il y a tout un cercle de ferme, et sûrement il aurait connu cet arbre. Voilà. Donc pour ce qui est de sa biographie, donc là on voit, donc il est né le 19 décembre 1921, et il termine son bac en 1939. Il a fait ses études à Reims, au collège Saint-Joseph, qui est un collège de jésuites. Et lors de son dernière année en fac, il y avait un père qui s'appelait Kerrig, qui a discuté avec lui l'idée de devenir un prêtre et peut-être devenir un missionnaire, et décide dans son dernière année, l'année de son bac, qu'il a décidé qu'il veut devenir jésuite et il veut aller en Chine, qui voulait dire qu'il devait s'inscrire dans le zone en Champagne, qui était là où ils envoyaient leurs membres en Chine. Donc, la guerre commence, mais ça n'empêche pas qu'il rentre dans le noviciat. Il entre le 14 novembre 1939. Et ici, là, je vais faire allusion juste avant, qu'on va faire une petite parenthèse sur l'Allemagne, parce que donc il avait déjà prononcé ses premiers vœux en 1942. Et en 1943, il y avait un système, juste au cas où quelqu'un ne sait pas, pendant la France est occupée par l'Allemagne nazie, et ils ont fait un accord avec le gouvernement de la France que s'il y avait 3 Français qui partaient volontaires être ouvriers en Allemagne, l'Allemagne libérait un prisonnier de guerre français. Et ça s'appelait la relève. Mais ça n'a pas sollicité assez de monde, donc c'est devenu obligatoire, qui est le service du travail obligatoire que cela est devenu. Et les jésuites avaient décidé d'envoyer avec les ouvriers
quelques prêtres et séminaristes en tant qu'aumôniers. Et donc, il leur demandait de se porter volontaire, donc de se cacher, d'être volontaires ouvriers pour aller en Allemagne pour être des aumôniers. Et c'était interdit par les nazis, et il y en a, quand ils étaient rattrapés, ils étaient envoyés au camp de concentration, et un des amis d'André est mort dans un des camps de concentration. Lui, il n'a pas été arrêté, mais il est parti en 1943 à Sondershausen, qui est dans la TRH, qui est c'est devenu l'Allemagne de l'Est. C'est un peu au sud de Berlin, et c'est du côté de l'ex-Allemagne de l'Est, mais du côté ouest, si vous voyez un peu où c'est dans le Saxe du Sud. Donc c'était là où il était pendant 2 ans, et il était ouvrier, et ensuite il faisait des choses comme porter la communion clandestinement aux prisonniers dans les prisons et dans les camps. Donc, et après il rentre en France à la fin de la guerre, et il continue ses études, et après, on lui donne le droit, en 1948, de partir en mission pour la Chine, qui était son but depuis le début. Et donc là, on voit les détails de son voyage. Donc il arrive à Hong Kong, ensuite à Shanghai. Et après un petit séjour à Shanghai, il part à Beijing, où il va étudier le chinois. Et après, il revient à Shanghai, où il est censé commencer ses études de théologie. Mais finalement, il est hospitalisé à, justement, Zikawei, dans l'hôpital là-bas, pour la tuberculose. Et il finit par rentrer en France en 1951 en partant de Canton en avion. Et donc, il n'est pas expulsé, il est parti pour des raisons de santé. Et peu après, tout le reste des jésuites vont être expulsés avant la fin de 1951. Et quelques-uns arrivent à traîner jusqu'à 1957, mais la plupart, ils sont renvoyés en 1951. Mais lui, il n'est pas renvoyé. Donc, juste pour continuer, quand il rentre en France, il doit se soigner vraiment de la tuberculose. Il fait des études en Belgique, un peu en France. Il est ordonné prêtre en 1953. Et puis, en 1957, il repart en mission à Madagascar, où il reste pour le reste de sa vie jusqu'à sa mort en 2017. Donc, en voilà pour sa vie. Maintenant, on va passer à ses lettres. Donc, comme j'ai dit, il y avait une collection de 45 lettres et on voit là-dedans, il avait demandé à sa mère de faire taper ces lettres pour qu'ils puissent être circulés parmi tous les cousins, les oncles. Il y avait une assez grande famille. Vous voyez les grandes familles catholiques du nord de la France. Et donc, comme ça pouvait circuler à tout le monde. Et aussi, quelquefois, il donne les instructions, envoyer cette lettre à tel ou tel prêtre que je connais qui s'intéresserait aux nouvelles qui sont là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils ont survécu aussi, parce que c'était une collection qui était tapée à l'époque pour constituer une collection pour faire le tour de la famille. Et il couvre son voyage et son temps en Chine. Donc là, on va parler des observations générales. Donc, voici ce qu'il a dit sur les Chinois, après la première fois qu'il avait eu un repas avec des Chinois. Ils ont vraiment un grand amour de l'art, surtout de la peinture, et un grand sens familial. Puis il, c'est-à-dire son hôte, nous a montré les photos de famille. Quel soin et quel ordre! 10 fois mieux rangé et soigné que par Jacques Hyvernaud, qui est son frère aîné. Et voilà, donc la prochaine chose que je vais vous montrer, c'est sa description du premier repas où il a mangé avec ce que nous appelons maintenant des baguettes et ce que lui, il appelait des bâtonnets. Donc, c'était la première fois que je me servais des bâtonnets. On nous servait d'abord un verre d'eau, puis on apportait un plat de morceaux de gésier frits. Chacun prend dans la plat avec ses bâtonnets les morceaux qu'il veut sur l'invitation de celui qui invite. Ou plutôt, on prend un morceau que l'on trempe dans la sauce et que l'on mange. Puis on se resserre. Alors nous, on est familier avec ça, mais c'était nouveau pour eux. Le second plat était des champignons. Au troisième,
je dus m'avouer vaincu. Ils nous ont servi des nouilles et des morceaux d'oignons très gras que je ne suis jamais arrivé à prendre entre mes deux bâtonnets et à tenir sans qu'ils glissent. Avec cela, on nous servait du vin chinois, qui est une sorte d'alcool de riz qui doit tirer 30 ou 40 degrés. Donc, ça doit être du baijiu. Et lui, il a l'air un peu moins surpris par ça que moi j'avais la première fois que moi je l'écoutais. Mais bon, quand vint le riz, je n'ai pas pu garder mon sérieux, tellement c'était drôle de voir le père Lestevin, qui était avec lui, manger son riz dans le bol. Et on voit, il avait un assez grand sens de l'humour, le frère André, qu'on voit un peu là-dedans. En arrivant à Shanghai, voilà ce qu'il dit. La Chine est vraiment un pays désorientant. On est abasourdi par la vie de ces rues et les gens qui y grouillent. Paris est autre chose. C'est la rapidité, le bruit. Ici, on est serré. Tout le monde va lentement. Les enfants sont d'une exubérance pire qu'en France dans leur récréation. Ils chahutent sans jamais se disputer. Hier, un gosse tombe dans la rue devant moi et se met à pleurer. Des amis qui jouent avec lui commençaient à rire aux éclats et au bout de quelques instants, ils vinrent le consoler. Donc, ils trouvaient que c'était bien. Ils étaient assez complémentaires envers des enfants chinois dans l'ensemble. Donc, un peu plus tard, donc là, c'était sa réaction en arrivant à Shanghai. Quand il arrive à Beijing, voilà ce qu'il dit. Voici quelques jours que je suis à Pékin. Journée délicieuse dans un pays charmant. Pékin est de toute beauté. Les gens y sont très polis. Quel changement de Shanghai, où tout le monde se bouscule et où chacun ne pense qu'à soi. Donc, il n'est pas si complémentaire de Shanghai. Cela dit, le parti jésuite à Shanghai est assez en centre-ville et à Pékin, c'est un endroit qui s'appelle Chabanel et c'est un peu à l'extérieur, un endroit, un encadrement vraiment très beau. Donc, ça, c'est aussi un peu logique. Donc, il a aussi fait quelques réflexions sur la température quand il arrive en Chine, sur la climatisation. Je découvre de jour en jour la chaleur qui n'est pas qu'un phénomène physique enregistrable sur baromètre, mais une réalité qui parfois vous fait suer. Alors, je vois que tout le monde ne rigole pas, juste au cas où vous ne savez pas, c'est un calembour. Là, on voit son humeur, parce que fait suer, c'est transpirer par la chaleur, mais c'est aussi juste quand quelque chose t'embête, tu dis « Ah, ça me fait suer ». Donc, voilà, il est bien rigolo. Et autre chose qu'il racontait à sa famille, qu'il pensait qu'il était très, très rigolo, c'était que, chose bizarre, il est plus économique de laisser toujours brûler son poêle que de l'éteindre et de le rallumer. Car ce qui coûte cher ici, c'est le bois et non pas le charbon. Donc c'est le contraste, parce que lui, dans sa ferme, il aurait eu assez froid, pas froid l'hiver, parce qu'il fallait tout le temps attendre de rallumer le feu, alors que là, c'est très chaud, parce que ça reste allumé tout le temps. Donc c'est beaucoup mieux. Alors là, on va parler de ses habits. Alors, leur habit, les messieurs s'habillent ou à l'européenne ou comme moi. C'est un long manteau tombant jusqu'aux chevilles, de n'importe quelle couleur, et ouvert sur le côté jusqu'à la cuisse. Il est fermé en haut et se ferme sur le côté droit au lieu de se fermer en haut comme nos manteaux. Celui que j'ai emprunté est très léger, en soie de couleur crème. Il ne doit pas peser 150 grammes. En dessous, on porte un pantalon de même étoffe et de même couleur, ou d'une autre couleur, et une chemisette. Alors ici, je vous demande pardon de la qualité du photo, c'est un peu plus clair sur l'écran ici, mais à peine, parce que c'était une photo qui était imprimée dans un dépliant que j'ai refotographié. Et c'est la seule photo qu'on a, à ma connaissance, de lui en Chine. Et là, il est sur le balcon, là, à côté de la bibliothèque jésuite à Zikawei. Et donc, on voit que dans ce... Bon, c'est en noir et blanc, mais
à regarder, je dirais que ça, c'est un pantalon d'une autre couleur. Ou au moins d'une autre, comment on dit, plus clair ou plus foncé, plus... Bon, voilà. Et voilà. Donc, ça c'est lui en Chine. Et donc, après, il parle des femmes et des enfants. Donc, les dames ont toutes une robe de même coupe, mais de couleurs différentes. Presque aucune ne s'habille à l'européenne. La coupe est élégante, fermée par un col en haut, comme pour les hommes, et descendant aux genoux. En général, elle est à manches courtes, sans ceinture, d'un seul tenant. En France, on trouverait cela trop simple. La plupart des enfants ici sont habillés à l'européenne. Donc ça doit être dans justement le quartier de Zikawi. Donc c'est un quartier un peu plus riche et européanisé, il faut dire. Alors, là, on va passer un peu au sujet un peu plus particulier. Donc, dans des débats autour des langues, historiquement, comme on disait avant, disait Gauthier, historiquement, les jésuites voulaient toujours apprendre la langue du pays et puis s'adapter à la culture locale, plus que les autres ordres religieux en tout cas. C'était un peu pour cela qu'ils étaient connus et comme ça qu'ils sont embrouillés justement dans les disputes au début du XVIIIe siècle. Mais vers le 19e siècle, les missionnaires tenaient plusieurs institutions d'éducation, y compris les universités, et les débats tournaient autour de à la fois qui les gérait, quel curriculum suivre et dans quelle langue instruire. Et il faut dire, à l'époque, c'était surtout les Français qui voulaient suivre un curriculum vraiment complètement européen, c'est-à-dire français, et à la fois du contenu et de langue. Donc, ils voulaient vraiment enseigner en français que des sujets français. Et même si les Chinois voulaient bien apprendre la science européenne, par exemple, et ils voulaient bien suivre ça, quelquefois, ils voulaient aussi un peu de curriculum chinois. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand un des profs qui avait été formé par l'université française à Shanghai a ensuite discuté un peu avec les autorités là, et c'est Ma Xingbo, et qu'il est parti fonder l'université de Fudan un peu pour ces raisons-là. Et c'était pas si amer qu'il ne restait pas en contact, mais lui, il a dit que c'est pas ça qu'il voulait faire, et donc il est parti garder un peu, donc on pouvait quand même apprendre la science européenne, mais aussi un peu de littérature chinoise, par exemple. Donc, pour les missionnaires jésuites, il fallait toujours commencer par apprendre le chinois. Et donc, le frère André, la première chose qu'il faisait, avant de faire quelque chose, il fallait qu'il aille apprendre le chinois. Et donc, ils avaient un centre d'apprentissage de chinois à Beijing, justement, et c'est là où il est allé. Et il avait un nom chinois. Alors là, c'est son nom chinois, qui est Famumin. Et le parti prenne. Et donc, c'est pas lui qui l'a choisi, on lui a donné ce nom. Et le prénom, ça veut dire berger. Et il était très content de son nom, d'après ses lettres, et qu'il espérait être à la hauteur de son nom. C'était ce qu'il disait à sa mère. Et à la fin de son temps à Beijing, quand il repartait à Shanghai pour ses études de théologie, il considérait qu'il parlait bien le chinois, qu'il arrivait à lire, il est allé, c'était après la libération, il est allé quelquefois au théâtre populaire à Beijing avant de revenir à Shanghai, où il voyait des pièces et il arrivait à suivre, il avait des conversations, il chantait aussi en chinois, il racontait une fois, la première fois qu'il chantait en solo en chinois devant un public chinois, et il était un peu nerveux, mais finalement ça s'est bien passé, il était très content. Donc finalement son chinois était assez bien. Et quand il rentrait à Shanghai, il se plaignait un tout petit peu du dialecte shanghaïsais, mais pas trop. Il disait, autour de Zikawi, de toute façon, tout le monde parlait le mandarin élite, au moins c'est ce qu'il disait. Donc,
Je vais juste vous raconter un peu quelques observations où on voit vaguement ce qu'il pense un peu sur l'éducation quand il visitait donc là, nous avons visité l'université avec ses 800 élèves, de magnifiques bâtiments avec des salles de travaux pratiques pour les futurs ingénieurs. Le collège d'à côté avec ses 1300 élèves, dirigé uniquement par les Chinois. Le recteur de l'université est également un Chinois. Le tout est extrêmement moderne, beaucoup plus moderne qu'en France. Il y a déjà eu de beaux travaux de fait par les missionnaires. Donc il était plutôt content et fier du travail, tout en reconnaissant que c'est quand même vraiment au point de l'éducation. Et puis après, il est allé aussi voir les 2 orphelinats de filles et de garçons. Donc là, c'est ce qu'il a raconté sur les filles. J'ai été voir l'orphelinat et les écoles tenues par les auxiliatrices du purgatoire. Donc ça, c'est le nom d'une ordre de sœurs religieuses qui tenaient cela. Leurs bâtisses forment un véritable village. Il y a d'abord les crèches avec les 150 berceaux. Ces mères auxiliatrices du purgatoire élèvent ces enfants jusqu'à ce qu'elles aient l'âge de se marier. Elles leur apprennent les arts ménagers, cuisine, couture, etc. Et ce sont des orphelines qui s'occupent de la crèche sous la direction d'une ou 2 sœurs. J'y ai vu de magnifiques travaux de broderie qui feraient envie à maman. C'est de toute beauté et pas cher par rapport à la France. Donc, il en était assez content de cela aussi. Et le matin, c'était après qu'il était, j'avais visité l'orphelinat de Toussaint pour les garçons et dont s'occupent les pères de la compagnie, donc c'est-à-dire les jésuites. On y fait également des choses magnifiques, surtout en travail du bois. Une salle à manger en bois sculpté de toute beauté, en pyrogravure, peinture, travaux sur métal, surtout le cuivre rouge et de l'argent. Ils y ont aussi une menuiserie, une imprimerie, une fonderie. Ils ont 900 enfants, tandis que les auxiliatrices en ont 2000 environ. Et donc, je suppose que par là, on peut dire qu'il y avait plus les Chinois ont gardé un peu plus leurs garçons que leurs filles. Même à l'époque, avant le politique d'un enfant. Donc, oui. OK. Donc là, on va parler de l'indigénisation. Alors, ceci, c'est une politique interne à l'Église catholique et qui datait de la fondation quelque chose qui s'appelle Propaganda Fide, ou la propagation de la foi, en 1622, où tous les missionnaires, selon le Saint-Siège, donc c'est une politique centrale de l'Église catholique, tous les missionnaires devraient suivre des conseils du pape et du Saint-Siège, et non pas des gouvernements qui souvent subventionnaient les activités missionnaires. Donc au début, c'était plutôt les Portugais en Chine, et plus tard, c'était les Français et les autres. Mais en gros, le Saint-Siège voulait avoir un peu de contrôle sur ce que ça se passait aussi. Le gouvernement portugais et français voulait aussi avoir un peu de contrôle sur ce que faisaient les missionnaires. Donc, c'était ça la tension. Ou ça, c'est une des tensions. Mais de cette politique, il voulait créer un clergé local partout dans le monde. Donc, ce n'est pas particulier à la Chine, c'est une politique mondiale de l'Église catholique où il voulait créer un clergé local et aussi créer des structures ecclésiastiques normales et nationales pour remplacer les missionnaires aussitôt possible. Donc, au lieu d'avoir des missionnaires, on aurait des diocèses et des paroisses avec des évêques et des prêtres normaux et comme ça, et ce serait en Chine des Chinois, en Japon des Japonais, etc., partout dans le monde. Et comme ça, il n'y aura plus besoin de missionnaires. L'idée, c'est de enlever le travail des missionnaires. Et dans ce cas, ils voulaient du clergé chinois plutôt que français, espagnol, canadien, etc. Alors, en Chine, la plus grande résistance à cette politique centrale de l'Église catholique était des Français. C'était surtout des lazaristes qui étaient le plus grand nombre de catholiques en Chine, plutôt que des jésuites, mais c'était quand même plutôt des Français qui voulaient
garder le contrôle de l'Église en Chine entre leurs mains plutôt que de le relâcher aux mains des Chinois. Alors, ce n'était pas l'idée du frère André. Il était un peu à contre-courant parmi les Français. Il disait dans une lettre, « L'esprit dans lequel je partais pour la Chine me mettre au service du clergé chinois. » Ça, c'était un élément de ce qu'il disait. Alors après, il y a une lettre où il parlait de ce personnage-là. Donc le général Roger Blaiseau, c'était le commandant en chef de toutes les forces françaises de l'Orient. Et il était basé à Saigon et il était le frère d'un cousin par alliance du frère André. Donc il faisait partie de la famille. Et dans son voyage vers la Chine, à Saigon, le frère André avait été l'invité du général et de sa femme à venir avoir un repas en famille dans leur résidence. Et donc, il a pu discuter avec lui et ensuite, il a écrit ce que lui disait le général. Alors, voilà la première partie. Je suis désolé, c'est long, mais c'est assez important, je trouve. Ce qui frappe tout de suite chez lui, donc le général, c'est qu'il connaît très bien l'Extrême-Orient. C'est un homme intelligent et j'ai eu plaisir à rencontrer un militaire qui pense à autre chose qu'au barreau et qui cherche à comprendre les Indochinois, parce qu'il est en Indochine là. Son avis est que nous ne pouvons plus tenir l'Indochine comme colonie telle que nous le faisions avant la guerre. Et que même si nous le pouvions, nous ne le devrions pas, car les Indochinois sont mûrs pour se gouverner eux-mêmes. Si colons, missionnaires et militaires sont si pessimistes, il avait dit plus tôt dans la lettre que plusieurs colons avec qui il a rencontré exprimaient surtout du pessimisme envers l'avenir. Donc il fait allusion à lui-même plus haut. Donc s'ils sont si pessimistes, c'est qu'ils veulent que l'Indochine revienne au statut de colonie comme avant-guerre, sans prendre garde que les Indochinois ont beaucoup évolué. Le grave tort qu'ont les missionnaires, par exemple, c'est de n'avoir pas formé une élite dans le clergé indigène qui puisse diriger et dont ils seraient les collaborateurs. On croirait qu'ils ont peur du clergé indigène ou de perdre leur place. J'ai beaucoup aimé la position du frère de René qui correspond à celle que j'aurais en Chine et qui est la seule viable aujourd'hui. Donc lui, on voit qu'il est bon. Et pour montrer maintenant le point auquel il n'était pas typique, je vais vous raconter une suite. Mais c'est vraiment dommage. Je n'ai pas pu raconter au père des missions étrangères ce que le frère du cousin René m'a dit. J'ai bien essayé un peu, mais j'ai vite compris qu'il valait mieux ne pas insister et ne pas créer une atmosphère tendue pour les quelques jours où l'on restait là. Surtout que nous étions les invités et que nous étions très bien reçus. C'était à ce moment-là qu'il était à Hong Kong, donc c'est avec les premiers pères qui l'avaient reçu en Chine. J'aurais pu faire croire que j'étais un original ou faire semblant de ne pas connaître le pays, mais un franciscain, missionnaire en Indochine, avec qui j'ai parlé, était tout à fait du côté du frère du cousin René. Donc il y avait quelques-uns qui se reconnaissaient un peu entre eux, mais ils savaient qu'il était minoritaire. Donc ça confirme un peu les conclusions générales historiques de cette époque-là. OK. Politique. Si ces lettres étaient sujets à la censure, et une fois il disait « Oh, je ne peux pas vous raconter le meilleur », ce qui est très frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Mais il décrivait parfois l'état de la guerre. Il disait juste des trucs comme correspondants journalistiques, et ils sont avancés à tel endroit. Et voilà. Et quand les combats s'approchaient de Beijing, et il s'est moqué, surtout des Américains, mais aussi des Canadiens, Espagnols, et il avait toute une liste, parce qu'eux, ils sont fuis. Ils disent, oh, quand même, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et de toute façon, il considérait qu'il courait nettement moins de risques que quand il avait été à Sondershausen, dans l'Allemagne nazie en tant que clandestin. Et il disait, oh, de toute façon, ici, c'est pas très dangereux. Et c'était donc je trouvais que cela était assez intéressant.
Donc voilà, je vais vous raconter ce qu'il a dit. Nous avons été libérés durant le mois de janvier. Donc là, on voit, c'est au mois de mars. Il n'y avait pas de courrier, au moins au début, mais là, c'est sa première lettre après la libération. Et nous n'avons pas du tout été inquiétés. Dès les premiers jours, un policier en civil est venu nous voir et nous a déclaré qu'il était chargé de défendre nos intérêts et que s'il arrivait la moindre chose à l'un d'entre nous, il serait puni de mort par l'armée libératrice, qui est légèrement extrême, probablement il pensait, mais bon, c'était quand même, ils allaient être défendus, et il y a plusieurs exemples où ils sont défendus par le nouveau gouvernement communiste. Ceci est confirmé par les slogans qui sont lancés et qui disent au peuple ce qu'il doit penser. Protection aux immigrés. Tu vois bien, bien chère maman, que nous ne craignons rien. Pour nous, nous continuons à étudier sagement le chinois dans son école. Mais il racontait qu'ils étaient fort réduits en nombre parce que tous les Américains avaient trop peur. Ils sont partis. Et donc, en poursuivant ce thème, il a dit aussi, depuis que nous avons été libérés, le réseau de police s'organise et la police est si bien faite qu'il n'y a rien à craindre de la part des bandits ou voleurs. Et donc, dans l'ensemble, il était plutôt très positif envers le nouveau gouvernement. Il trouvait que tout allait bien. Il parlait aussi, il avait fait tout un à côté sur comment on a restructuré l'administration des écoles, où ils ont créé des comités où étaient représentés professeurs, élèves ou étudiants en fonction du niveau, et aussi des ouvriers ou des travailleurs, des domestiques dans les établissements. Les trois ils étaient groupés et il y avait un représentant du parti qui venait présider, mais il a dit qu'en gros le président, il intervenait plus ou moins jamais, il les laissait faire et il racontait que c'était très 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 positif pour lui de inclure les élèves dans les discussions sur les écoles. Il racontait qu'ils ont raconté des trucs positifs. Il disait, j'ai pas mis la citation, je suis désolé, mais il a dit que c'était le seul danger quand on met les élèves en charge d'une école, c'est que s'ils étaient paresseux, il disait, mais avec les Chinois, ça n'arrive jamais qu'ils soient paresseux, donc il n'y a pas de problème de les laisser gérer l'école. Et on voit un peu des sous-entendus qui faisaient ça. Alors, donc, je vais d'abord en fait finir son histoire à lui. Donc, quand il est rentré comme j'ai dit, il est rentré à Shanghai pour commencer les études de théologie en préparation de l'ordination, qui est un peu le voie normale, et participer dans les activités des missionnaires à Zikawe, mais il est tombé malade de la tuberculose et il a fini par ne pas étudier en Chine. Il était sorti de l'hôpital avant la fin, mais il n'avait fait que des travaux là, il n'avait pas vraiment repris ses études avant de partir. Et donc, comme j'ai dit, il est revenu en France et en Belgique, il a fini ses études, il a été ordonné prêtre et il est parti à Madagascar. Et en Chine, donc les autres ont été renvoyés, et donc l'Église chinoise était indigénisée un peu par la force des choses. Et c'était déjà le Saint-Siège avait fait énormément d'efforts dans les années qui précédaient l'arrivée de Frère André. Donc dans les années 20, le pape a lui-même ordonné 6 cardinaux chinois. Et il a vraiment poussé l'ordination des Chinois un peu malgré quelques missionnaires. Et finalement, donc, ils ont dû poursuivre tout seuls par la force des choses. Et l'Église catholique en Chine, par les mesures du nombre, a bien survécu. Donc, on peut appeler ça un succès peut-être du Saint-Siège. Alors, pour ce qui est des conclusions un peu macro-historiques, je pense que l'étude de ces lettres ne va pas vraiment changer notre interprétation de l'histoire des missions en Chine, mais il nous montre la complexité de ce que c'était, de faire des généralisations, que les Français pensaient ceci ou les catholiques pensaient cela. C'est assez clair en lisant ces lettres que ce n'était pas vrai.
qu'il y a eu des réels débats et des réelles divergences des objectifs. Et d'un certain point de vue, ça ne devrait pas être surprenant, mais bon, parfois, nous les historiens, on veut créer la grande narrative et on a tendance à laisser tomber les exceptions. Mais donc, les stéréotypes qu'il y avait pour les jésuites, les catholiques, les coloniaux, des Français, c'est juste que la réalité était simplement plus compliquée. Et donc, je pense que, en regardant le temps, là, c'est 45 minutes, qui est ce qu'on m'a dit de parler. Et donc, je vais vous laisser juste avec cette petite conclusion sur la macro-histoire. On peut en parler, mais c'est... Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de André Hyvernaud. On peut passer aux questions. Ou est-ce qu'on passe d'abord aux questions ou on passe Oui. d'abord aux... Oui, on va ouvrir tout de suite. Non, Oui. d'abord aux questions. Merci Timothy pour ta présentation. Avez-vous des questions? Elles sont les bienvenues. Andrea. À vos souhaits. Oui, dans les points, je pense que c'était la partie de la colonisation, les points 4, Indigénisation. c'était le point 4 ou Bon, 3. je ne sais pas à quel point c'était, Oui, mais bon, je peux bref. repartir si... Voilà. Et, c'est Indigénisation. attends, Je trouve trois. ça particulièrement difficile à dire, en fait. Mais bon. C'est pour nous que... C'est-à-dire, pour lui, enfin, les choses que j'ai entendues, c'est que les catholiques, ils étaient plus pragmatiques que les juifs, alors d'arriver en Chine, c'est-à-dire, il avait des gens qui venaient, quand on s'est parlé des catholiques, il avait des gens des catholiques qui venaient en Chine pour former à les gens locaux, soit Chine, Japon, etc. Par rapport à les juifs, les jésuites, qui viennent et qui sont installés. C'est différent par rapport à les catholiques. Bon, Pour les choses que j'ai c'est des compris. catholiques. Non, les jésuites sont des catholiques. Mais bon, disons Oui, non, que- mais si, mais je Oui. sais, mais la façon de... Oui. Bon, si on repart complètement en arrière, le politique des jésuites était toujours d'essayer de convertir l'élite d'un pays quelconque. Alors, par exemple, au Japon, ils avaient réussi à convertir l'empereur au catholicisme, et ensuite, le reste du pays suivait. Donc, leur idée, quand ils arrivaient au XVIIe siècle, leur but, c'était de convertir l'empereur. Donc, il s'est passé beaucoup de temps autour de Kangxi et tout ça pour essayer de le convertir en pensant que c'est... Et après, ils créaient des universités. Donc, même si ce n'était pas l'empereur, c'était l'élite dont s'occupaient les jésuites. Mais il y avait des autres catholiques qui s'occupaient des autres gens. Et on peut dire que pour les missionnaires, quelquefois, leur but, c'était de faire des convertis. On voulait prêcher leurs idées et voir si les gens ils voulaient suivre et devenir fidèles membres de l'Église. Qui n'est pas la même chose que d'essayer mais que eux, les missionnaires, ils allaient rester prêtres. Donc eux, ils allaient être les prêtres, eux, ils allaient gérer les églises, ils allaient remplir l'église de convertis. D'accord. Et donc, et quelquefois, ça les intéressait même pas de créer un séminaire et entraîner des prêtres locaux. C'était juste des convertis qu'ils voulaient. D'accord. C'est ça l'écart. Et donc, lui, il pensait que, comme le Saint-Siège pensait, qu'il fallait créer des prêtres locaux. Et bon, le politique du Vatican, ça date de plusieurs siècles, et ça avait échoué pendant des siècles, parce que c'était surtout le gouvernement portugais qui payait les missionnaires. Donc les missionnaires, ils faisaient pas ce que le pape il disait, ils faisaient ce que le roi de Portugal voulait. Et donc ça ne les intéressait pas trop de faire cette politique internationale globale du Saint-Siège, qui était de créer une vraie église chinoise gérée par les Chinois. Parce que là, quand c'était des Portugais ou les Français, ils voulaient continuer de le gérer tout en l'agrandissant. Un cas exemplaire de cette autre politique de mission, c'est ce qui s'est passé justement en Amérique du Sud. Oui. Avec Reducciones, notamment au Paraguay, où en fin de compte, la population locale d'origine
amérindienne ou métisse est maintenue dans des missions qui sont contrôlées en fin de compte par des missionnaires Par des missionnaires. toujours arrivés d'Espagne, et il n'y a absolument pas de mise en place d'élite locale en réalité. Non, Et même non, pas non, non, d'ordination, exactement. Oui, on, d'ordination d'Amérindiens ou de métis dont les familles sont converties, et ça même 2-3 siècles après la conversion. En Amérique du Sud, c'était plus radical que le reste du monde, je pense. Bah C'était oui. plus... Et ce qui manque en ce moment, c'est une étude sur toute l'Église. Il y a quelquefois des églises partout, l'Église, justement en Amérique du Sud ou en Chine, mais en fait, c'était une politique du Saint-Siège qui s'appliquait un peu partout, et ça serait très utile qu'un historien fasse une étude de l'histoire globale de cette politique d'indigénisation et son non-réussite pendant longtemps, ou le niveau de son réussite, disons, et les échecs, les réussites, les succès partout, ça serait très intéressant, mais pour l'instant, il n'a pas encore été fait. D'accord. Donc, Une autre question, Oh. Monsieur le Président? si. Ce serait une longue histoire parce qu'elle commence avec Saint Paul au tout départ. Mais alors, ma question. Donc, d'abord, merci pour cette présentation intéressante, enrichissante, édifiante et curieuse, comme on disait sur les récits des Jésuites. Et on aurait aimé savoir ce qu'il aurait dit d'ailleurs après son départ de Chine, s'il y était resté. Et puis son point de vue sur ces années 51, 50, 51, Bah etc. Où là, les choses évoluent peut-être pas dans le sens où il l'avait espéré Bah au oui, départ. parce que le but de Et- sa vie, c'était d'aller en Chine. Hein. Et donc, il n'était pas du tout mécontent de ses années en Madagascar, mais c'était pas le but de sa vie quand il était jeune. Et bon, ben, Et donc, ma question porte sur les sources. Comment tu es arrivé à ces lettres? Comment souvent c'est une. j'ai épousé sa grande nièce. D'accord. Donc, je fais partie de la famille. Et voilà. Et donc, moi, je l'ai connu. Je l'ai rencontré à plusieurs fois. Il a baptisé ma fille. Mais je lui ai jamais parlé de la Chine parce que je ne sais pas, même à l'époque, si je savais qu'il était en Chine. Je lui parlais de Madagascar, mais pas parce qu'il revenait de temps en temps voir la famille en France, et je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Et donc, c'est des lettres de la famille. Bah, c'est ma famille, quoi. C'est ma belle famille. Ah, ok. Et c'est une très grande famille. Oui. Il a énormément et beaucoup de ses lettres, c'est raconter des histoires qu'il connaît et faire des recommandations à tel ou tel neveu et telle ou telle nièce. Il était malgré qu'il a passé sa vie à l'autre bout du monde, il était super impliqué dans ses neveux et nièces, ses grands-neveux et nièces en France. Donc c'est comme ça que j'ai tombé sur les lettres. Ok. Et elles étaient conservées comment? Ah oui, Ça a oui. circulé dans la Ça a famille? circulé, et finalement on a scanné comme souvent dans les les dernières familles. lettres. Mais bon, ils sont tapés, donc en fait ils sont assez faciles à lire. Et il y avait aussi, lors de son jubilé, donc par exemple quand on est marié, on a un anniversaire de mariage. Quand on est prêtre, on a ce qu'on appelle un jubilé de l'ordination. Donc lors de son jubilé, un de ses neveux avait accès à une vraie imprimerie, et ils avaient fait un dépliant d'une 50aine de pages, mais vraiment relié professionnellement, avec tous les détails de sa vie, plein de trucs là-dedans, avec la photo tout en granulé c'était dans cet album-là. Et donc ça aussi, ça existe. Et bon, il y avait aussi quelques autres lettres des autres époques. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que je les ai trouvées. Avez-vous d'autres questions? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question, c'est combien de lettres elle a écrit pendant ces 3 ans en Chine? Est-ce qu'il a compté? 45. 45? Bon, ce qui ont survécu. Dans cette collection de lettres, il y a 45 lettres. Donc, toutes ces 45 lettres ont été bien arrivées en France. Ah oui, 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 oui. Ah d'accord, parce que j'ai des doutes sur le fonctionnement de la poste de cette époque-là. Parce que c'est quand même une période spéciale. D'abord, c'est la pleine guerre civile, et après, c'est le changement radical de la société chinoise. Oui, bon, pendant toute la période, il restait des diplomates.
Il n'y avait pas de moment qu'il n'y avait pas D'accord. d'ambassade, par exemple. Alors lui, une des autres raisons pour laquelle il disait qu'il ne craignait rien par rapport à l'Allemagne, c'est qu'il a dit, on a encore l'ambassade de la France. Ça va, il n'y a pas du tout de quoi avoir peur. Les relations, au moins, ça reste, il reste une protection. De ce point de vue-là. Et il y avait des instructions dans les lettres. Il vaut mieux que vous écrivez à travers tel ou tel bureau de poste. Et il y avait une où, donc il répondait à sa mère, il disait, bon, vous m'avez dit que tous mes frères et sœurs, donc les 6, ils m'ont tous écrit, mais bon, je n'ai pas reçu toutes les lettres. Et après, il commence à dire, donc j'ai bien reçu les lettres de un tel et un tel, mais bon, les autres là, je sais qu'ils n'ont pas tendance à écrire, mais peut-être leurs lettres se sont égarées dans la poste, mais donc il y avait une, c'était sa sœur qui venait d'accoucher, donc il dit, bon, je comprends, mais c'était donc, à mon avis, ce n'était pas que les lettres se sont perdues, c'est que sa mère D'accord. voulait dire, oui, 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 tout le monde t'écrit, mais en fait, tout le monde ne l'écrivait pas. Et en général, à cette époque-là, ça a pris combien de temps pour envoyer une lettre en France en provenance de la Chine? Il n'a pas dit précisément, mais c'est plusieurs semaines quand même, D'accord. si ce n'est pas quelques mois. Comme aujourd'hui alors. Comme aujourd'hui, si on écrit une lettre en papier, oui. Ben oui. Et c'est marrant parce que, à mon avis, c'était peut-être carrément plus fiable à l'époque que maintenant, parce que maintenant, on n'écrit plus de lettres en papier. Alors qu'à l'époque, vu que c'était la seule chose, c'était important. Et donc, le... et bon, les lettres, ils arrivaient dans le centre catholique à Shanghai. Ensuite, ils étaient distribués en Chine, à mon avis, par eux-mêmes. Ils les mettaient en main propre. Il y aurait un jésuite qui partait à Beijing, donc on lui donnerait toutes les lettres. Et donc, il pouvait être assez... Et bon, pour les lettres qui arrivaient par bateau à Shanghai, il n'y a pas raison que ça n'arrivait pas. D'accord. Pas a Ok. priori. C'était le point d'entrée Merci. du courrier, en fait. Parce qu'il avait pas- Et bon, lui, il s'était dit, il y avait une ou deux remarques, qu'il y avait une lettre de lui qui était égarée, et on peut présupposer que c'est des trucs de censure. Parce que bon, il faisait référence que ces lettres étaient... Bon, qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait dire, mais il disait, bon, une ou deux lettres ont dû juste ne pas franchir des lignes. D'accord. Merci. Question suivante. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question sur cette période parce que, comment dire, j'ai fait des recherches sur le quotidien français de l'époque et je voulais savoir si lui-même a fait des commentaires sur la presse française de ce moment-là. Désolé, Non, bon, bah, c'est dommage. Ça aurait été très intéressant, mais non. D'accord. Il faisait des commentaires sur la guerre, mais pas sur le courrier. Et un peu sur la littérature et sur le théâtre et sur la culture, mais pas sur la presse. Non. d'accord. Raphaël. Oui, merci également donc pour cette conférence très très intéressante et passionnante. Juste pour pousser un petit peu la question de David juste avant, ces lettres sont-elles consultables aujourd'hui via support internet Non. ou livre, ouvrage? Non. Je peux vous envoyer le PDF, mais c'est... Et je veux pas que ce soit... Mais si je vous l'envoie, c'est... Donc ça circule dans la famille, et je veux bien en donner à quelques personnes, mais je veux pas que ce soit juste mis sur Internet Bien sûr. comme ça. C'est Alors, noté. ceci Merci. étant dit, tu fais paraître dans quelques mois un article Il y a un article sur lui que j'ai En écrit, anglais, scientifique, en qui anglais. va apparaître. Et je peux faire au centre de la société. Alors là, je peux aussi vous envoyer le PDF. Et là, c'est un de ces trucs avec le open access machin. Le jour qu'il est publié, il est consultable en ligne tout de suite. Ça nous intéressera tous, je crois. Ouais. Et Juste pour rebondir là-dessus, en fait, on est contacté régulièrement par des familles, c'est souvent des archives privées, ils nous envoient des photos, ils nous envoient des témoignages, des agendas, exactement, des mémoires. Certains d'entre eux sont d'accord pour que ça soit conservé et digitalisé et partagé avec la communauté. Donc on est en train de mettre en fait en place
ce qu'on va appeler les archives de la Société d'Histoire, avec différents fonds qui vont nous être passés, et nous, on va les mettre à disposition de manière digitale. C'est ce qu'on est en D'accord. train de Disons que commencer à je peux faire. consulter un peu les chefs de famille Mais après, pour voilà, c'est avec voir après s'ils approbation de la voulaient famille. bien Bien sûr. éventuellement le mettre de ce genre de choses. Mais moi, je ne prendrai pas la décision tout seul de le publier. Ouais, non, non. Alors, c'est très bien. La conférence suscite beaucoup de questions. J'ai Anne et Andrea qui ont fait signe. Je donne la parole à Anne d'abord et puis ensuite. Merci beaucoup pour la formidable présentation. Comme vous êtes dans l'intimité de la famille, est-ce que vous auriez une idée de la raison qui lui a donné envie d'aller en Chine? Non. C'est aussi un mystère, d'accord. Disons que toute sa génération à lui est partie. Et la génération d'en dessous, donc mon beau-père et tout ça, ils ne savent pas plus que ce qu'il a écrit. Il avait voulu aller en Chine, c'était quelque chose qu'on lui a dit, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et bon, peut-être il y a un cousin à qui il a raconté, mais je n'ai pas parlé à littéralement tous les cousins pour l'instant. Mais non, je ne sais pas. Et malheureusement, j'ai raté ma chance de lui. J'ai passé plein de temps à la table du petit déjeuner. Je discutais avec lui comme ça et on n'a pas parlé de Chine. Quelle opportunité manquée. Ben oui, c'est triste. La dernière question, dans les points de la politique qu'il lui écrit sur une lettre, est-ce qu'on peut deviner ou vous pouvez deviner s'il avait un compromis politique, s'il pouvait avoir une critique politique de ces moments-là, entre lignes ou non? On ne peut pas poser ces questions? Si, bon, oui, je peux répondre un peu à cette question. Disons que Ou sa lettre, elle était censurée, peut-être que ces lettres que ça a perdu, c'était justement sur ça. disons que donc, j'ai dit qu'il avait fait des comparaisons avec l'armée libératrice et le gouvernement libérateur positifs. Et il a aussi fait des commentaires que je n'ai pas cités, qu'il disait, je le cite, « Je pense que ça ira bien parce qu'on voit que le communisme chinois prend sa distance avec Moscou. » Et ça, pour lui, c'était rassurant et que c'était quelque chose de positif. Et donc, on peut lire là-dedans, et bon, a priori, étant donné qu'il est d'une famille catholique rurale du nord de la France, il n'était pas pro-communiste. Mais il n'était pas, disons qu'a priori. Mais là, vraiment, il avait l'air de dire que les commentaires, il avait dit, bon, ben, tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de quoi. Et je ne pense pas que c'était juste pour la censure qu'il a dit ça. C'était pas pour... C'est qu'il pensait plus ou moins, il pensait que ce n'était pas très grave. Oui, parce que lui, il avait... L'établissement de la stabilité et le retour du passage d'une société non droit à une société de droit, parce qu'en fin de compte, entre 1945, le départ des Japonais, et 1949, la société s'entre-déchire à nouveau. Et les zones, disons, sont très mal contrôlées par les gouvernements qui disent les contrôler. Et donc, il y a un véritable soulagement à voir dans les populations étrangères aussi, à voir la situation s'apaiser. Ah oui. Mais peut-être il y a des fois, par exemple, qui se plaignent de la paperasse quand ils doivent renouveler leur carte de séjour. Et qu'il a dit qu'il y avait un écart entre l'âge des gens. Donc, si on est plus âgé, donc pas lui, on avait le droit d'avoir des cartes de 1 an, alors que lui, il avait le droit qu'aux cartes de 6 mois. Donc, il fallait tout le temps trinque-baller, attendre dans la queue. Et bon, mais bon, il s'est plaint un peu de ça, mais pas en disant que c'était totalement irraisonnable ou que c'était inattendu. C'est juste... Peut-être qu'aussi, lui, comparer sa vie en Allemagne en comparaison aussi à la Chine, aussi il a un énorme écart d'expérience qui fait qu'ici, il avait fait juste des petites allusions. Mais par exemple, il y a une lettre qui n'était pas dans cette collection, mais qui existe, qu'il a écrite à sa sœur de l'Allemagne. Oui, c'est ça que je voudrais aussi poser la question. Là, il disait très clairement
je cours un énorme risque, ne le dis pas à maman. Il ne faut pas dire à maman le risque que je cours ici en Allemagne et qui est réel. Alors là, il disait, les espèces de peureux d'Américains. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit d'une manière un peu plus polie. Mais il s'est quand même un peu moqué d'eux en disant qu'ils avaient peur de rien. Merci Timothy. Je propose qu'on continue la discussion autour d'un verre de vin quand nous aurons fait les annonces qui sont Ah oui, là, nécessaires. je suis reparti en C'est le arrière, donc, rituel. voilà. Merci. Je ne pouvais pas ne pas mettre le trophée reçu en main propre par notre honorable président mercredi dernier à la ville de Marseille. Vénéré, président. S'il te plaît. Vénéré ou vénérable? Ouais, j'allais juste dire. Bien. Mais- Quelques annonces rapidement. Notre dernier podcast en ligne est très intéressant. Je l'ai écouté avant-hier. Alexandra David-Neil, Vie et Voyage avec Joël Désiré Marchand. Michel Chapdelaine continue depuis la France à œuvrer activement pour notre instruction. Et nous avons tous les mois un podcast qui sort sur YouTube ou toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Le prochain podcast qui paraîtra le mois prochain sera un entretien exclusif avec M. Claude Martin, que certains ont peut-être connu ici, qui était ambassadeur de France en Chine de 1990 à 1993, pas à 2003. Je vois ma faute de frappe maintenant. Oui, voilà. Nos formats courts se développent. Nous avons des cloches à Shanghai. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les cloches, demandez à notre vénéré président, mais aussi à Christophe qui témoigne de l'existence de ces cloches. Bien. À noter dans vos agendas un peu plus sérieusement, justement à propos de Christophe, Club Recherche organisé le lundi 14 octobre à 19h30 en ligne avec Arsène Donat-Vidal de l'École nationale des chartes qui était déjà intervenu une première fois et avec un grand succès. Cette fois-ci, la question posée sera comment travailler sur des archives, une question à la fois pratique et théorique, méthodologique aussi, qui est très utile d'aborder quand on s'intéresse justement à des matériaux anciens. La prochaine conférence aura lieu quant à elle le lundi 28 octobre 2024 à 19h30, donc à l'horaire habituel. Elle sera prononcée par notre ami Zheng Yi de l'université Jiaotong de Shanghai. Je crois que c'est la 3e ou la 4e conférence qu'elle nous donne. Le rôle de la France dans le développement de la santé publique en Chine moderne, l'exemple de Shanghai, 1849-1951. Donc ce sera une conférence d'ampleur historique un peu plus longue. Voilà. Nous avons besoin de vous. Je lance un appel à la demande notamment de Thierry. La Société d'Histoire des Français de Chine recherche un ou des bénévoles pour rejoindre l'équipe de volontaires qui participent à l'édition de notre wiki. Nous avons aussi une façade en ligne qui est très importante et qui est abondée en articles de manière régulière. Il s'agit de contribuer en particulier à la curation de contenu avec cet affreux anglicisme qui vient du français, donc en fin de compte, il n'est pas si affreux que ça. Révision et correction, classement et indexation des contenus. Voilà. Merci de nous suivre sur WeChat, YouTube, LinkedIn, @Histoire de Chine sur LinkedIn désormais, X, ex-Twitter, et vos supports habituels de balade de diffusion. Nous avons ici évidemment encore une fois notre QR code, mais comme nous sommes entre amis et entre vieux amis, je pense que vous nous suivez déjà tous. Merci à vous et allons partager un verre.